Non, je vous ai dit, lorsqu'on fait nos CV à nous, en général, vous êtes professeur, vous êtes dans des trucs, c'est des informations qui ne changent pas. Les seuls éléments qui changent, c'est un peu la production scientifique. Maintenant, si vous êtes sur un réseau comme hors site, automatiquement, quand il y a une publication, il va l'intégrer automatiquement. Donc ça, c'est la première des choses. Ça, c'est pour vous identifier, avoir un identifiant unique. Mais maintenant, pour vous faire connaître, le meilleur site que j'avance, c'est ResearchGate. Vous connaissez ResearchGate? Donc c'est ResearchGate. Premièrement, il vous permet d'exporter votre CV. Deuxièmement, vous avez aussi LinkedIn pour des gens qui sont dans l'académique et dans le... Ça veut dire que la première des choses, quand je reçois un message d'une personne, je vais essayer de voir s'il a ResearchGate ou s'il est sur LinkedIn. Et s'il est dans mon réseau ou pas. Lorsque vous allez sur ResearchGate, la première question qu'on vous pose, what project are you working on right now? Quel est votre projet sur lequel vous êtes en train de travailler? Dès que vous donnez les mots-clés, il va automatiquement vous lister plein de gens qui... Donc tout à l'heure, si j'ai une action qui porte sur les odeurs et la qualité de l'eau, si mes mots-clés c'est cela, automatiquement il y a de fortes chances que si les autres chercheurs sont dans ResearchGate, il va me les proposer. Moi j'ai fait l'expérience. J'avais un étudiant, il avait son sujet de thèse, il a mis le sujet de thèse, les mots-clés, on lui a dit que ce sujet de thèse, il est traité en Inde, etc. Et c'est comme ça qu'il a développé un partenariat avec les Indiens, etc. Je veux dire par là, le véritable problème, c'est comment se faire son réseau de recherche. Et faire son réseau de recherche, c'est donnant-donnant. Un chercheur, c'est une communauté de chercheurs. S'il trouve qu'on partage des choses, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que tous les projets sur lesquels nous sommes en train de parler, c'est des projets quand même de qualité, où il y a une compétition importante, etc. Trouver après 500 000 € dans un projet pour financer donc beaucoup d'activités, ça suppose quand même qu'il y a une population bien identifiée. Donc moi, je vous invite à faire ResearchGate. Avec ResearchGate et avec leur site, vous avez des possibilités donc de faire votre réseau. Voilà, je termine. S'il y a des questions, donc on va prendre quelques questions. Oui, madame. Qui sont dans le domaine technologique, qui peuvent participer, pour savoir si on peut nous aussi, comme étant une école d'économie, pouvoir y participer. Alors autre chose, pour ce qui concerne les étudiants qui pourraient bénéficier d'un projet de mobilité, est-ce qu'il faudrait qu'ils passent par l'établissement ou ils peuvent le faire automatiquement en contactant une personne qui pourrait correspondre à leur thème de recherche? Sinon, donc, il faudrait qu'on s'inscrive et que les étudiants passent à travers nous. C'est la question que je voudrais vous poser. Merci beaucoup. Alors, premièrement, quand vous allez parcourir les actions, je pense qu'effectivement, il y a une majorité d'actions qui sont du domaine sciences et techniques. Mais il y a de tous les domaines, il y a sciences sociales, il y a humaines, il y a les arts, il y a tout. Je vous ai dit, l'action, elle émane d'un chercheur, et ils n'ont pas dit, voilà la catégorie de chercheurs, voilà la catégorie de discipline. C'est ouvert, et l'avantage, c'est que tout est visible sur le site. Vous allez parcourir les actions, et donc je dis, parcourir les actions, je lis le résumé, ça m'intéresse, j'ai les personnes qui sont identifiées, les responsables de l'action, etc., que je peux contacter. Mais ce que je dis, je peux le contacter. La première des choses, quand vous recevez des emails, vous allez voir, ça vient de qui? Vous n'allez pas perdre votre temps. En général, dans l'email, les gens, donc, ils ajoutent un lien. Aujourd'hui, le lien, j'ai dit, le lien, c'est directement vers leur site. C'est vers ResearchGate. Les gens, c'est la première des choses qu'ils vont voir. Ça c'est très important
d'avoir donc en quelque sorte cette forme de discipline. Maintenant, pour les étudiants, moi je dis aujourd'hui, donc on est partenaire, donc on a été invité, on est invité à participer, etc. Je pense que pour la mobilité des étudiants, il faut laisser les étudiants. Il faut laisser les étudiants. Dans le cas où on lui demande, etc., bien sûr, il aura un avis, mais les gens qui sont partis que je connais, il y a eu un cas donc à Babzouar, il y a eu un cas à Blida. À Blida, c'est un bon exemple. C'est quelqu'un bon, qui a eu la curiosité comme ça, mais c'était en 2012, parce que je discute avec lui. J'ai vu 2012, il s'est inscrit, puis il a proposé même la tenue d'un colloque à Rader. Et il a eu 25 000 euros rien que pour faciliter, organiser. Et comme ça, il a pu avoir des experts qui sont venus avec autofinancé, etc. etc. Donc, mais c'est parti d'initiative des étudiants. L'autre élément, il faut qu'on devienne visible. Je veux dire qu'il faut placer d'abord en avant les profils scientifiques, pas les profils de l'institution. L'université d'Oran 1 veut participer, Oran 1 ou je connais, il y a Oran 1. Les gens ne veulent pas. C'est un réseau de scientifiques. Donc, par contre, quand vous avez tel enseignant avec tel CV qui contacte pour, à ce moment-là, il peut être lui le point focal qui va représenter donc son institution dans le futur réseau. Maintenant, je ne peux pas vous dire en plus parce que c'est nouveau pour nous. Il faudrait que on est en train d'encourager donc les chercheurs à aller, et puis on aura certainement un feedback, le taux de réussite, le taux de succès, et puis on ajustera en fonction de ça. D'autres questions? Madame? Merci M. Slam pour votre présentation. Donc, je tiens à intervenir sur le point, sur le fait qu'au niveau des universités algériennes, il n'y a pas beaucoup de projets de recherche qui ont été acceptés au niveau européen, surtout dans le volet de H2020 et les FP7, FP8, donc on n'a pas une grande contribution. Donc moi, à partir de ma petite expérience, ce que j'ai compris, parce que là, sur les capacités building, les haïtiennes et tout ça, on commence à devenir quand même à apprendre la technicité, mais pour le volet recherche, je pense qu'il faut prévoir des formations pour les chercheurs sur tout ce qui est montage, suivi du projet, parce que la collaboration internationale, elle exige aussi la réponse en temps réel. Il faut avoir les feedbacks, il faut être interactif. Tous ces volets-là, et comment monter un projet et développer une idée selon le format européen. Donc là, il faut commencer à l'apprendre, au moins, si ce n'est pas pour les seniors, c'est pour les jeunes chercheurs. Donc je pense qu'il est nécessaire pour le moment de commencer un volet de formation pour les chercheurs qui sont dans les laboratoires, qui puissent s'impliquer de plus en plus dans ce type de projet. Parce qu'on est en train de perdre de l'argent. Je vous remercie. Alors, c'est une de nos priorités. Je vous ai parlé du projet Papyri, donc de financement européen à hauteur de 5 millions d'euros. Et avec M. Saïdani, la première des actions qu'on a arrêtées, c'est d'avoir au moins 40 points focaux. Mais à la différence de la vision européenne, où ils nous ont dit on va vous envoyer des gens pour les former, on veut un exemple du modèle tunisien. Le modèle tunisien, c'est des chercheurs tunisiens qui ont séjourné au moins un mois dans des équipes qui travaillent sur le montage des projets. Monsieur Djibli Wahad, il va m'expert, me raconter des choses, puis partir. Non. Nos experts, donc on a prévu 40 points focaux qui vont faire un séjour dans des structures qui travaillent sur le montage de projets et la gestion de projets. C'est un début de réponse. Parce que là, je pense qu'au niveau des universités algériennes, malgré qu'il y a 40 points focaux, on n'est pas au courant. Il y a un intérêt, je pense, global au niveau de l'ouest, de l'est et du centre, mais le choix, au moins il faut diffuser les informations pour qu'on
bien que nos chercheurs puissent intégrer ces types de formations-là. D'accord, d'accord. Alors, je complète ce que j'ai dit. Peut-être que je n'ai pas été précis. Avec l'Union européenne, nous avons dit 40 points focaux pour un séjour. On n'a pas donné la liste des établissements là. Parce que là, nous sommes en train de négocier le financement. Lorsqu'on va voir 40, puis on passera à la deuxième étape, où je compte les 40, où je compte les établissements, sachant qu'il y a un retour sur l'investissement à faire. C'est fini avec Tartafilo, il ne fait même pas un compte rendu là. Non, là, il s'agit donc. Mais ce point, aussi bien pour la mobilité des chefs d'établissement, pour le twinning, etc., donc le jumelage, etc., on a arrêté le nombre, mais on n'a pas arrêté les établissements. Quand le projet va être validé, je pense qu'on va rentrer dans ces détails. Oui, madame. Alors, s'il vous plaît, je voudrais revenir sur les projets européens. On a eu des expériences au niveau de notre université, mais simplement avec deux projets PHC Tassili. Jusqu'à maintenant, les représentants algériens n'ont pas réussi à avoir le financement. Et c'était ça le problème majeur à part les co-tutelles et le co-encadrement qui ont bien marché, mais le financement du projet lui-même, ils n'ont pas pu avoir le financement qui était prévu au début. Donc il y a une démobilisation ces dernières années, parce que quand ils véhiculent l'information auprès des autres enseignants qui veulent adhérer à ce genre de projet, eh ben, les autres enseignants ne veulent pas adhérer à ce projet. Ils sont découragés. Bon, le Tassili, c'est un cas particulier, ce n'est pas des projets européens qui financent dans le cadre européen, mais je suis en train de dire que dans tous les cas de figure, il peut y avoir des insuffisances, il peut y avoir, mais aujourd'hui, tout effort paye. Mais pour dire que bon, sans rien faire, je vais avoir les financements là, mais par contre, s'investir, j'ai parlé. Ça veut dire que j'ai mon ORCI, ça veut dire que j'ai actualisé mon ResearchGate, ça veut dire que j'ai échangé avec des partenaires pour commencer à faire mon réseau. C'est pas sûr que je suis sur la bonne voie, mais je suis au début. C'est cet effort sur lequel donc on essaie de travailler, de sensibiliser les gens. Maintenant, j'espère aussi qu'on aura moins de bureaucratie, parce que je sais que c'est tuant. On aura moins de bureaucratie, il y aura un peu plus d'initiative, et j'espère qu'on ira vers l'excellence, qu'on ira vers l'élitisme, parce que il n'y a qu'à travers les élites qu'on peut avancer. Merci professeur pour cette présentation. Ma question, bon, c'est pas une question, c'est une proposition. Nous sommes ici avec des responsables, avec des chercheurs et avec des responsables des universités et des centres de recherche. Nous avons besoin, avant de proposer une formation sur ces questions, c'est de proposer un protocole. Là, on va traduire cette conférence à un protocole pratique pour chaque chercheur et chaque labo, chaque division, chaque centre de recherche. Parce qu'il y a des conditions à ResearchGate, à site, est-ce que vous avez un PIC number, est-ce que vous avez pour les institutions, est-ce que vous avez un compte de devise, si vous travaillez avec le CF, c'est un problème, si vous travaillez dans un EPST, c'est moins de problèmes. Ça veut dire qu'il y a un protocole au niveau de la coopération internationale et au niveau de notre direction de recherche pour faciliter le travail de ces programmes. Voilà. Merci, M. Selami. C'était très intéressant. Moi, je parlerai peut-être de la coopération intermaghrébine à partir d'exemples concrets. Je pense qu'ici au CRAC, on a eu une petite expérience avec la Tunisie qui a marché. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la souplesse. Et je pense que c'est une voie à suivre. Donc déjà, au niveau maghrébin, c'est très intéressant et c'est moins bureaucratique. Déjà, c'est un acquis. Et aussi, vous avez parlé d'Israël, moi je vais parler du Maroc. On dirait que le Maroc, c'est Israël.
pourquoi on n'a presque pas de coopération avec nos voisins marocains? Bon, la première des choses, jusqu'à présent, il n'y a aucun texte qui vous empêche de coopérer avec qui vous voulez. Et on n'a jamais eu de projet, parce qu'on a fait un projet. Bon, il est dommage que vous parlez du Maroc, etc., qu'on se retrouve beaucoup plus dans le multilatéral que dans le bilatéral. Mais nous avons fait l'expérience du bilatéral avec l'Afrique du Sud, nous avons fait le bilatéral avec la Tunisie, vous connaissez le projet, on fait le bilatéral avec la Libye, etc. Il se fait qu'avec le Maroc, on n'avait pas de bilatéral. Et que ça obéit à d'autres règles sur le plan formel, mais sur le plan informel, il y a des projets où des gens coopèrent, il y a des projets Erasmus, il y a des projets H2020, etc., où il y a des coopérations. Ben, je vous remercie d'avoir été patient et donc vous avez la présentation, elle est à votre elle est disponible et on reste à l'écoute. On reste à l'écoute. Vous écrire si jamais on a, parce que là on a Absolument, eu une information. Absolument. On va faire la réflexion, il y aura peut-être d'autres questions. Et puis je vous ai dit les détails. Par exemple, les 40 actions qui viennent d'être acceptées le 4 juin, donc ils sont en ligne, je mettrai le lien, donc on peut intégrer. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait des gens qui s'engagent à aller vers le partenariat à travers les actions qui sont en cours de montage et dans le design et le 5 septembre, afin d'être partenaires dans les actions à venir. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Merci, donc au plaisir. زوج نتي